moitié d'entre vous, en fait, me demandent comment éviter de se faire spolier par l'État, c'est-à-dire comment déjà chiffrer les taxes que tu vas payer sur une transmission, par exemple, de tes enfants, et comment est-ce qu'on peut les diminuer, ces taxes. Donc, je vais te montrer comment, moi, par exemple, j'ai diminué par 2 les taxes que que mes enfants devront payer sur la transmission. Puis, on verra aussi que ça avait une incidence aussi pour la protection de ma famille. Et même jeune, voilà, parce qu'à 29 ans, c'est sans doute jeune pour penser en fait à cette démarche-là, mais je t'assure que quand on est investisseur immobilier, il n'est jamais trop tôt pour prévoir sa succession. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en immobilier, en fait, le patrimoine, il grossit relativement vite. Alors certes, on s'endette sur 20 ans, on s'endette sur 25 ans, etc. Puis on ouvre de l'argent à la banque qu'on n'a pas. Donc on n'a pas l'impression qu'on s'enrichit. Et le truc, c'est qu'en cas de décès, eh bien, tu as souscrit une assurance décès invalidité. Et l'assureur va rembourser le capital que tu dois à la banque automatiquement. D'accord? Donc, ça veut dire que tu as 30 ans, tu as emprunté, voilà, moi j'ai emprunté à peu près un peu plus d'500 000 d'euros. Si demain je décède, eh bien, en fait, l'assureur rembourse ma banque à 100%. D'accord? Et mes enfants héritent de mes lots de garage sans dette. D'accord? Donc ça, c'est super parce que du coup, ils n'ont pas la pression, on va dire, de devoir gérer les locataires pour rembourser la banque. D'accord? La relation entre la banque et mes enfants, les héritiers, s'arrête puisqu'il y a l'assurance en fait qui rembourse tout. Ça, c'est super pour les enfants. Par contre, ça a un côté vraiment compliqué que les gens ne prévoient pas, c'est que le lot de garage, par exemple, les 500 000 euros de dette que j'avais, eh bien, comme j'en ai plus, le lot de garage, il prend sa valeur complète puisqu'il n'a plus de dette. Donc, si, je ne sais pas, admettons, mes garages, ils valent 600 000 euros, eh bien, mes enfants héritent de 600 000 euros. Et c'est ça que, sur cette base-là, que l'État va calculer les impôts, d'accord, à payer sur la transmission. Donc, comme il n'y a plus de dette, que la dette s'est effacée, ça coûte beaucoup d'argent en droit de succession. Donc, c'est pour ça que quand on est jeune, il faut absolument prévoir les outils de transmission qui serviront ou pas par la suite. D'accord? On parle SCI notamment, on parle SAS, bref, de mettre une société entre les personnes, entre le propriétaire de l'immobilier et l'immobilier. Ça permet de faire des montages qui sont intéressants et de faciliter la transmission. Et puis après, moi par exemple, j'ai créé ma SCI, j'ai mis un lot de garage, j'ai mis un immeuble dedans, j'avais pas d'enfant. Mais je prévoyais le coup d'après, parce que quand on s'engage pour acheter de l'immobilier, on s'engage sur des dizaines d'années et il faut absolument qu'on ait prévu les choses, d'accord, qu'on ait prévu de mettre telle structure en direct, la résidence principale, on la met ou pas en SCI, enfin voilà. Il faut en fait avoir un plan à peu près correct et savoir en fait à quelle sauce on va manger si jamais on s'en va trop tôt, d'accord. Et puis après, si les outils ne servent pas, c'est pas grave, mais ça ouvre des portes en fait pour le futur. Donc, l'investisseur immobilier, même jeune, il doit absolument prévoir ça parce qu'il doit créer des structures SI, SAS s'il veut investir et transmettre. Et puis, il doit prévoir parce que les assurances décès, si elles remboursent, ça va coûter bonbon en fait pour les héritiers et ils peuvent être forcés de vendre l'immobilier. Et on sait très bien que ça mène à une catastrophe parce que l'immobilier, il est bradé. Moi, les meilleures affaires que j'ai faites, c'était des héritages. C'est là, en fait, où on achète vraiment à pas cher. Protéger sa famille. Comme tu me l'as dit très justement dans les sondages, et je pense que ça fait partie aussi des sujets que tu attends ce soir avec impatience et donc dont on va discuter, c'est aussi éviter d'être taxé. D'accord? Donc, si le gâteau, l'État en prend un quart, la moitié ou 60%, le gâteau, il est tout de suite moins appétissant. Quand l'État prend 60%, je t'assure qu'on rigole un petit peu moins. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il faut les payer, les droits de succession. On va en parler. Alors, le premier... on va dire, un des premiers diagnostics qu'on fait quand on est conseiller en gestion de patrimoine ou quand on arrive après un testament chez le notaire, après un décès chez le notaire, c'est le calcul de la masse successorale. D'accord? Donc, c'est le patrimoine qui va rentrer dans l'héritage, dans la succession. Si on prend l'exemple de ma femme et moi, eh bien, on n'a pas de maison, on n'a pas notre résidence principale, on est locataire. On a des meubles, d'accord, et puis les meubles, on les partage, ils sont tantôt à elle, tantôt à moi, ou des fois on a payé ensemble, enfin voilà. C'est comme ça. Et puis, comme on est pacsé, on a des séparations de patrimoine qui sont nettes. D'accord? Donc, d'un côté, moi, j'ai mes lots de garage, on va dire une valeur d'à peu près 600 000 euros. J'ai des liquidités d'à peu près 100 000 euros. Et puis, bon, voilà, c'est pas forcément mon patrimoine, mais c'est pour l'exemple. Et puis, ma femme, pareil, c'est pas forcément son patrimoine, c'est pour l'exemple. Mais dans la réalité, il y a un décalage de patrimoine qui est important. Pas tant que ça, parce que j'ai des dettes, mais comme tu le sais, à partir du moment où je décède, mes dettes sont remboursées, donc forcément, c'est comme si j'avais l'immobilier avec tous mes prêts remboursés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ma femme, elle, on va dire que voilà, elle a un petit lot de garage que je lui ai trouvé, elle a quelques actions pour 60 000 euros, des liquidités. Et ce qui fait que bah, voilà, elle a, on va dire, autour de 100 000 euros, puis moi j'ai 700 000 euros. Et si je décède, eh ben, il y a 700 000 euros qui rentrent dans la masse successorale. Donc combien d'impôts on paye sur cet argent? Eh bien, l'État, en fait, la fiscalité en France n'est jamais simple. Donc, on va d'abord calculer les actifs bruts, d'accord? On va appliquer des abattements, des exonérations en fonction de qui hérite, du type de bien, etc. S'il y a des dettes, on va pouvoir les déduire. Et puis, ça va nous donner un actif net qui va revenir à chaque héritier. Et c'est là-dessus, sur l'actif net, qu'on va calculer l'imposition. Si on prend mon exemple, mon actif brut, j'ai 2 enfants, j'ai pas fait de testament, donc ma femme n'hérite de rien. Mes enfants se partagent les lots de garage et liquidités, moitié-moitié, donc 350 000 chacun. Il y a un abattement pour les enfants, d'accord, donc les biens comme les tiens, qui est de 100 000 euros par enfant. D'accord, donc ça veut dire que déjà, on va faire diminuer la facture, il n'y a pas de dette puisque c'est remboursé par l'État. Ce qui fait que chacun des enfants va hériter de 350 000 euros, mais on va calculer leur imposition sur les choses qui vont hériter de moi sur la base de 250 000 euros. Et donc, on va voir que ça monte très très vite. Parce que une fois qu'on n'a pas où chaque enfant ne paye pas d'impôt, eh bien en fait, on arrive sur les tranches à 5, 10, 15% très très vite. D'accord? Et puis après, hop, ça monte un petit peu moins. Mais grosso modo, voilà, tu vois, pour 350 000 euros, mes enfants, ils vont payer 50 000 euros d'impôt. Chacun. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 100 000 euros de taxés pour 700 000 euros d'impôt. D'accord? C'est énorme. Et c'est ça aussi qui m'a fait me bouger les fesses pour que je divise par 2 la facture. Tu vas voir comment j'ai fait. Puis on voit par exemple, si on a 3 millions de patrimoine à transmettre à son enfant, on va payer 1 million. L'enfant va payer 1 million en fait de droits de succession. C'est énorme, d'accord? Et même sans parler d'1 million, hein, si tu transmets un million par enfant, la facture elle est énorme parce qu'on va donner plus d'un quart, on va dire, en droits de succession. Donc ça, il faut absolument le comprendre et se dire que plus on a de patrimoine et plus c'est taxé. Heureusement, il y a des solutions qui existent. Et heureusement, dans mon cas, en fait, mes enfants, donc, ils vont hériter des garages, ils vont hériter des comptes en banque et ça va à peu près, puisque dans mon exemple, les liquidités que j'ai sur mes comptes en banque correspondent pile poil aux droits de mutation que les enfants vont payer. D'accord? Les droits de succession sont de 100 000 euros. D'accord? Ça tombe bien. Ils n'ont pas à vendre les garages pour payer les droits. C'est plutôt pas mal, mais bon, ils sont à sec de cash, donc s'il y a des travaux, des choses qui ne sont pas prévues sur les garages, ça va être compliqué. Mais le temps qu'ils se mettent, s'ils sont mineurs, que ma femme doit gérer tout ça, etc., forcément, il y a des locataires qui vont en profiter, ça va être mal géré, enfin bon, bref, ça va pas rouler comme avec moi, d'accord? Mais en tout cas, eux, ils vont se partager moitié-moitié les lots de garage, et donc ils vont trouver à peu près 600 000 euros net. Si je décide de partager avec ma femme sans qu'on soit taxé, tout ce que je lui donne va être taxé à 60%. D'accord? C'est la règle pour les concubins. Protéger ma famille aussi, pour moi, c'était assurer les besoins financiers de ma femme. Donc, mes enfants sont très excités ce soir, ils sont ravis que je travaille. Papa fait tout pour les protéger. Bon, voilà, je peux pas les barcer ce soir parce que je suis avec toi et ça me fait plaisir, même si ça me déchire aussi le cœur de les entendre parler. Mais c'est ça aussi de travailler à domicile. Alors, protéger ma famille, c'est donc assurer les besoins de ma femme, comme je dis. Donc, ça veut dire que voilà, si je décède et que ma femme se retrouve toute seule avec les enfants, soit on est propriétaire parce qu'on va trouver notre résidence principale ou pas. Si on est locataire, elle va avoir un loyer à payer. Sauf que il y aura plus mes revenus pour payer la moitié du loyer et des charges. D'accord, elle va se retrouver à assumer toute seule avec son salaire et 2 enfants. Mes enfants, eux, ils vont avoir les lots de garage et puis ma femme, elle garde son patrimoine. D'accord. Alors comment ça se passe si mes enfants sont mineurs? Parce que aujourd'hui, ils ont 1 an et 2 ans, hein, c'est pour ça qu'ils pleurent autant. Ma femme, en fait, quand les enfants sont mineurs, ils ne peuvent pas signer les contrats de location, ils ne peuvent pas encaisser les loyers, déclarer les impôts, ils ne peuvent pas faire. Donc c'est ma femme, en fait, qui va être chargée de gérer tout ça pour eux. Elle va pouvoir profiter des loyers, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'elle profite des loyers à 100%, moins les impôts parce qu'il n'y a plus de prêts. Donc ça peut lui permettre de vivre, on va dire, à peu près correctement parce que voilà, ça représenterait quand même quelques dizaines de milliers d'euros de revenus tous les ans. Donc elle peut maintenir son train de vie, d'accord? Par contre, elle peut pas vendre ni les lots de garage, ni éventuellement la maison qu'on aurait acheté ensemble. Et là, si mes enfants sont mineurs, en fait, il y a besoin que le juge des tutelles donne son accord.
D'accord? Parce que c'est comme ça dans les enfants mineurs. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut absolument que, notamment quand on a des enfants mineurs, il faut une protection de la famille qui soit efficace. Parce que ne pas pouvoir vendre les biens, c'est compliqué. Par exemple, si on achète une maison, on y vit ensemble, on grandit, je décède, et est-ce que la maison de famille, elle aura envie de la garder, ma femme? Est-ce qu'elle aura encore envie de vivre dedans? C'est pas dit, en fait. D'accord? Et si c'est mal fait, qu'on n'a pas prévu, etc., peut-être qu'elle va se trouver, elle va être impossible à vendre la maison parce que les enfants sont mineurs ou parce que les enfants ne voudront pas la vendre s'ils sont majeurs. Et ça, il y a un moment, il faut le prévoir. D'accord? Ça fait partie des trucs de base, on va dire, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, de ce qu'on conseille en fait à nos clients. Et il faut le prendre en compte. Et la plupart des gens ne le prennent pas en compte. Donc, ce que j'ai fait dans mon testament, j'ai dit, voilà, mon patrimoine, on va le diviser en 3. De toute façon, la réserve, c'est 2 tiers pour les enfants, donc je ne peux pas déroger. Mais j'ai dit que toute la quotité disponible ira à ma femme. D'accord? Donc, on divise les lots de garage, les liquidités, et chacun prend 1 tiers. D'accord? Comme ça, ma femme, elle a un peu plus de patrimoine, elle peut revendre ce qui lui appartient, elle a des liquidités pour faire face, payer des études des enfants s'il y a des imprévus dans les garages, etc. Il n'y a pas de souci, c'est réglé. Et la bonne nouvelle, je vais allumer la lumière, c'est qu'aussi, on divise l'imposition par 2. Et oui, parce que du coup, au lieu de payer 2 fois 50 000 euros parce que j'ai 2 enfants, en fait, ils vont payer que 25 000 euros chacun. Et ma femme, 0, puisque comme on n'est pas paxé, il n'y a pas d'imposition pour le patrimoine que je vais lui transmettre. Donc ma femme, elle va hériter de 1 tiers de 700 000 euros gratos. D'accord? Et mes enfants, ils vont hériter chacun d'1 tiers de 700 000 euros et ils vont payer que, à peine 10-12% sur l'héritage. D'accord? Donc c'est vraiment optimisé. D'accord? Et ça coûte rien du tout parce que le testament, je l'ai fait en ligne. Je n'ai même pas payé un notaire. Ça m'a coûté, je crois, 90 balles. D'accord? Mais je l'ai fait parce que, effectivement, j'ai les connaissances pour le faire. Moi, ce qui m'a fait bouger les fesses, on va dire, c'est cette courbe-là. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est en fait le pourcentage de chance ou de malchance, on va dire, que tu as de décéder dans l'année en fonction de ton sexe et de ton âge. Donc, les femmes sont la courbe en jaune et les hommes en gris. Et on voit bien que les hommes ont toujours plus de chances de décéder à âge égal. D'accord? Et si on veut prendre les choses comme ça, moi, à mon âge, j'ai 36 ans, en fait, j'ai une chance sur 1000 de décéder cette année. D'accord? Et puis l'année prochaine, j'aurai encore une chance sur 1000 de décéder, et ainsi de suite. Et une chance sur 1000, c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que moi, j'ai des amis, en fait, amis IE et amis aussi masculins, de mon âge, que j'ai perdu. J'ai perdu de cancer, que j'ai perdu à l'hôpital. Et voilà, c'est malheureux, ça m'a rendu très triste, parce que de perdre des gens jeunes, ça n'arrive pas qu'aux autres, d'accord? Et je suis sûr que toi aussi, dans ton entourage, tu l'as vu, quoi. Tu as connu ça, malheureusement. Et puis, on voit que plus on vieillit, plus les chances augmentent. Et ça augmente de manière exponentielle, puisque le graphique, là, tu as vu l'échelle, on passe de 1 pour 1000 à 1% de chance. Par exemple, un homme de 60 ans, en fait, il a 1% de chance de décéder dans l'année. Ça veut dire que si tu connais, tu as 60 ans, tu arrives à la retraite, tu connais 300 personnes, tu es sûr que tu as à peu près 3 personnes qui vont décéder dans l'année, quoi. D'accord? Alors après, il y a des variations, mais c'est à peu près les rythmes, tu vois. Donc, c'est quand même pas rien. Et quand on arrive à 90 ans, là, on a une chance sur 10 de décéder dans l'année. Donc là, c'est vraiment, c'est pas comparable du tout, par exemple, avec le loto. Est-ce que tu sais le pourcentage de chance que tu as gagné de loto? Il est très, très, très faible, d'accord? Parce qu'on est à 0,5, mais puissance 10 000, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 100 000 fois plus de chances de décéder dans l'année, peu importe ton âge, que de gagner au loto. D'accord? Et ça n'empêche pas pourtant des gens de jouer. Et puis, un truc un petit peu plus, on va dire, probable, en fait, c'est l'incendie. L'incendie, c'est une chance sur 10 000. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à mon âge, s'il y a un incendie, c'est une chance sur 10 000, mais décéder, c'est une chance sur 1000. D'accord? Et pourtant, toi comme moi, je suis sûr qu'on a tous assuré notre maison, qu'on a tous assuré nos lots de garage, notre immobilier, tous les trucs matériels, ils sont assurés. Mais toi, est-ce que tu as assuré en fait ta famille? Alors que tu as plus de chances de toi de décéder dans l'année que d'avoir un incendie, la plupart des gens en fait n'ont rien fait et ne font rien. Et c'est dur en fait, parce que voilà, ça demande de se bouger le cul, mais il faut savoir que face à ça, face à ces probabilités-là, il y a quelqu'un, une entité en fait qui a aucun intérêt à ce que tu te bouges les fesses. D'accord? C'est l'État. Parce que l'État, si tu ne fais rien, c'est là où il va engranger le maximum de droits de mutation. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est fait en fait pour te forcer à faire un testament, à choisir le bon régime matrimonial, etc. Si tu ne bouges pas les fesses, forcément l'État, lui, il est gagnant.
D'accord? Donc, il n'y a rien qui va t'inciter à le faire. D'accord? Et puis, je voulais replacer aussi dans les choses dans le contexte par rapport au divorce. Le divorce, c'est une chance sur deux. D'accord? Et ça, c'est pareil. Quand on est sur la protection du patrimoine, quand on est sur la protection de la famille, et qu'on s'engage sur de l'immobilier, et qu'on s'engage dans une relation avec quelqu'un, on s'engage pour la vie, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que pour la vie, une fois sur deux, ça ne le fait pas, quoi. Et donc, forcément, ça doit aussi rentrer dans ton choix de régime matrimonial, et c'est quelque chose que tu dois penser avant, on va dire, au moment de l'engagement. S'il y a beaucoup de gens qui ne le pensent pas, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont fait rincer par leur conjoint ou leur conjointe parce que voilà, ils n'avaient pas prévu le truc, ils n'avaient pas prévu, ils pensaient qu'ils étaient dans les 55% qui n'avaient pas divorcé. La moitié d'entre vous, en fait, me demande comment éviter de se faire spolier par l'État, c'est-à-dire comment déjà chiffrer les taxes que tu vas payer sur une transmission, par exemple, à tes enfants, et comment est-ce qu'on peut les diminuer, ces taxes. Donc, je vais te montrer comment, moi, par exemple, j'ai diminué par 2 les taxes que que mes enfants devront payer sur la transmission. Puis, on verra aussi que ça avait une incidence aussi pour la protection de ma famille. Je te montrerai aussi comment faire les bonnes démarches et à quel moment. Ça, c'est une idée de Johan, en fait, qui est un de mes plus fidèles clients, et qui m'a dit, mais Julien, en fait, ce serait super si ta présentation, elle faisait l'histoire de quelqu'un à 25 ans, à 35 ans, à 50 ans, à 65 ans, et que tu nous expliques, en fait, dans la gestion de patrimoine et en rapport avec la protection de la famille, qu'est-ce qui est bon à faire à tel moment, tel âge ou tel autre. Donc, on va, je vais te reprendre en grande partie mon histoire, avec des anecdotes aussi de clients, de notaires, et on va essayer de situer ça dans des cadres où voilà, on est jeune, sans enfant, jeune moyen jeune comme moi, avec enfants, voilà, un petit peu plus âgé, et puis carrément à la retraite avec des enfants adultes. On verra aussi comment se répartit le patrimoine. Qui est ton héritier naturel? Est-ce que voilà, ça te convient en fait que ce soit tes enfants par exemple qui héritent ou tes parents si par exemple tu n'as pas d'enfants, et de quoi? Voilà, parce que ton patrimoine forcément c'est un gros gâteau ou un petit gâteau, mais il va être partagé en fait entre tes différents héritiers. On verra aussi comment est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut assurer les besoins financiers de ses proches, notamment sa femme ou son homme, qu'on soit en concubinage, pacsé ou marié. Eh bien en fait, ils ont droit ou non à une part d'héritage, et voilà, ça peut être compliqué, on va dire, dans certaines situations. Et donc moi, c'est en partie ce qui a démarré ma démarche, on va dire, de créer un testament, de paxer et tout ça. C'était pour protéger ma femme, puisqu'on a des patrimoines qui sont déséquilibrés. On verra aussi que en fait, quand il y a un décès, qu'il y a une succession, eh bien, c'est souvent l'heure du décompte entre les héritiers, et que ça peut créer en fait des conflits familiaux. En tout cas, moi, ça a été le cas dans ma famille, que ce soit au décès de ma grand-mère ou au décès de mon grand-père de l'autre côté. Voilà, il y a eu des conflits, des petits bisbis, voilà, et des choses qui sont encore latentes aujourd'hui, même si ça s'est passé il y a déjà quelques années. Et ce sont des choses en fait qui sont assez désagréables. Et personnellement, moi, je n'aimerais pas vivre ça aussi bien avec mes sœurs que mes enfants entre eux, s'il m'arrive un truc ou s'il arrive un truc à ma femme. Et enfin, on parlera aussi des bons outils, parce que voilà, le conseiller en gestion de patrimoine, il a en fait des outils à proposer à ses clients en fonction d'un diagnostic par rapport voilà, qui est posé avec son client, parce que forcément, voilà, si il faut visser, on va pas prendre un marteau, s'il faut clouer, on va pas prendre une perceuse, d'accord? Et là, c'est pareil dans la gestion de patrimoine. Quand voilà, on veut protéger sa famille, eh bien, chaque situation est unique, parce que voilà, les enfants, ils n'ont pas le même âge, on n'a pas les mêmes patrimoines, on n'a pas les mêmes situations. Bref, voilà, il y a un certain nombre d'outils qu'on va voir ce soir qui peuvent t'aider en fait dans la protection de sa famille. Donc, voilà.